festival Journée Poète, on rencontre quand même des gens extraordinaires. Donc voilà. Le festival a pour sous-titre la poésie dans tous ses états d'art. Pourquoi? Parce que c'est un festival qui fait se rencontrer les gens, les poètes et les artistes, circassiens, circassiennes, danseuses, plasticiens, musiciennes, etc. C'est vraiment un espace de rencontre. Donc si un jour vous avez envie de vous engager dans une aventure culturelle, Ariel le sait, il l'a connu, c'est comme ça, il est rentré par un... Comment ça s'appelait, Ariel? Un bonus. C'était un engagement bénévole pour un bon bonus ici à... Voilà, ça existe toujours ce dispositif. Vous pouvez faire un engagement bénévole et vous avez des crédits, des points qui vont s'ajouter sur votre moyenne. Et vous pouvez participer au festival Journée Poète et Ville des Aventures. Donc c'est un lieu de rencontre et dialoguer la poésie avec les autres arts et propose des rencontres avec des tas de publics. Je peux vous montrer la diapo suivante, voilà, et en 2018, c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, il y a eu dans le cadre du festival Journée Poète la programmation d'un film d'une Allemande qui s'appelle Dagmar Schulz, elle est toujours vivante, qui a réalisé un film sur les dernières années de la vie d'une grande poétesse qui est Audre Lorde. Audre Lorde, je vais passer 3 livres, 4 même. Oui, merci beaucoup. Vous les rendez, ils sont précieux à la fin. Merci. Et là, quand on en a besoin en cours de lecture. Elle a fait un film sur voilà, les dernières années de la vie d'Audre Lorde, ses séjours à Berlin. Donc le film s'intitule Audre Lorde, The Berlin Years. Et c'est un film dans lequel on rencontre cette poétesse qui vient parler à des jeunes d'Allemagne. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais la chose importante pour moi maintenant, c'est que c'est un ami de Sabine qui dirige le cinéma de Beaulieu qui lui avait proposé de faire rentrer ce film dans la programmation du festival Journée Poète. Sabine nous en parle au Club Bureau et bien sûr. Et puis on se dit, mais il faut lire des poèmes d'Audre Lorde pour faire entendre un peu ces poèmes avant le début du film. Et là on découvre, aux surprises, que si son œuvre en prose est en partie traduite en français, ce n'est pas le cas de son œuvre poétique. Il n'existe rien. Rien n'est traduit en français à l'époque, en 2018. Donc on commence à constituer une petite équipe, si tu veux dire Gabriel, une petite équipe qui au départ n'était pas exactement celle-là, qui a un peu bougé, mais qui au final se constitue de 7 personnes d'âges différents et qui sont pas toutes au départ dans le laboratoire qui à l'époque s'appelait le CETEL, CTEL, qui aujourd'hui est devenu le CELA, le Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants, mais qui y sont toutes entrées, et en tout cas elles avaient toutes un lien avec l'Université Côte d'Azur, et pour certaines, un lien direct avec Sabine, notamment Hélène Rosny avait déjà traduit la poésie de Sabine. Donc on constitue une petite équipe de traduction, on traduit quelques poèmes d'Audre Lorde pour pouvoir lire les poèmes en anglais et en français lors de la présentation du film au cinéma de Beaulieu dans le cadre du festival 2018. Et puis là on se dit, mais attends, cette femme est incroyable. Incroyable. Sa poésie est incroyable, ses essais sont fabuleux, la personnalité est hors du commun, sa poésie n'est pas traduite en français, on va traduire sa poésie. Et donc cette équipe prend le nom de collectif CETEL, c'est dans 5 ans, traduit sa poésie. Donc il y avait Déborah Prudhomme, Geneviève Chevalier, Odile Gagné, moi-même, Hélène Rosny, Catherine Schnorr et Jeff Story. Pendant 5 ans, on travaille sur sa poésie, on contacte la maison d'édition qui a acheté les droits d'Audre Lorde en français, c'est-à-dire l'Arche.
peux peut-être passer à la diapo suivante. L'Arche, donc c'est ce livre-là qui effectivement fait affaire avec nous et il est décidé qu'on va publier le recueil Coal, Charbon, chez eux. Et puis ensuite, on les contactait, on ne les connaissait pas, comme une jeune maison d'édition, Les Prouesses, qui a acheté une partie des droits pour une anthologie qui s'appelle en anglais Undersong et qu'on décide d'intituler en français Contre-champ. Je suis assez fière parce que c'est moi qui ai trouvé le titre français. Et voilà, et c'est une aventure incroyable de traduire à 7 personnes. Je pense que vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en général ? Une personne dit, moi je vais commencer à traduire, je vais commencer à bosser sur tel poème. Propose une première version de la traduction. On lit, on met tout en ligne sur un espace de travail partagé. On lit cette première version, on fait des commentaires écrits. On se réunit, on démonte complètement sa traduction en général. On en refait une autre. Et ça, ce même processus, on le fait pour chaque poème au moins 3-4 fois. Donc c'est très long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que notre connaissance de la poésie évolue, on comprend différemment les poèmes. Et il y a des couleurs, des intentions qu'on a envie de privilégier par rapport à l'autre. On a très vite appris que voir sa propre traduction démontée par tout un groupe de 6 personnes, c'est très dur à vivre. Ouais. Et il faut prendre soin des personnes qui travaillent. Donc, on se dit, ok, on va apprendre à se parler. Et par exemple, on ne va jamais dire non, c'est pas ça. Non, ça ne veut pas dire ça. On exclut le mot non de notre vocabulaire et n'existe plus. On dit, tu as entendu ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Et on va dire, moi j'ai entendu ça, et on explique pourquoi. Et ensuite, peut-être qu'il va y avoir 2, 3, 4, 5, 10 interprétations. On hésite. Et au bout d'un moment, on va se dire, ok, il y a 2, 3 interprétations qui sont super intéressantes. On va pas dire laquelle est la plus vraie. On va dire laquelle on a envie de privilégier. Quelle couleur on a envie de favoriser dans notre version finale. C'est pour ça que c'est un travail assez long, mais absolument passionnant. Et une fois qu'on a exclu le nom, c'est pas ça de notre vocabulaire, on a été en joie pendant 5 ans. Voilà. Et en 2025, cette jeune maison d'édition qui est fabuleuse, les Prouesses qui sont à Fort-Calquier, ont fait une petite édition d'un des poèmes de Contre-champ, petite édition spéciale comme Audrey Lorde l'avait fait. Voilà donc l'aventure qui est née du festival Journée Poète-Poète. C'est donc là, grâce au festival, que l'Université Côte d'Azur a développé un gros projet de recherche. C'est le lieu de notre rencontre avec Audrey Lorde. Et Audrey Lorde, quelle femme, quelle poétesse. Et vous me direz, qui c'est ? Merci. Il est formidable. Je vous avais dit que les poètes étaient incroyables. Et elle. Alors, Audrey Lorde, elle est née en 1934 à Harlem de parents caribéens. Elle est née de la Grenade et la Barbade. Elle est noire et elle a fait plein de petits boulots. Elle a commencé à écrire de la poésie très très jeune au lycée. Elle écrivait déjà dans le journal du lycée. Elle avait un gang de poétesses avec elle, de rebelles, etc. Et après le lycée, elle est partie à 17 ans de chez ses parents. Elle était en conflit avec ses parents, je passe les détails. Elle a fait plein de petits boulots, assistante médicale, etc. Et puis, elle a fait des études pour devenir bibliothécaire, un peu comme le Master Doc qu'il y a ici. Et elle est devenue bibliothécaire, tout en écrivant de la poésie. Et son premier recueil est sorti en 1968, je crois. Ça s'appelait The First Cities, les premières cités. Et elle a été repérée, invitée comme poétesse en résidence dans une université noire, Tucano College, dans le Mississippi. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fait, une bibliothécaire, c'était très bien. C'était vraiment de donner des livres aux enfants ou aux adultes noirs qui venaient à la bibliothèque, auxquels ils et elles pouvaient s'identifier, au lieu d'avoir l'éternel
bouquin avec la petite enfant blonde aux yeux bleus auquel ils et elles pouvaient beaucoup moins s'identifier. Donc elle trouvait que c'était très très important son travail de bibliothécaire, mais elle s'est rendue compte que son travail d'enseignante c'était vraiment ce qui lui plaisait davantage. Et en fait, à partir de là, elle a beaucoup enseigné dans différentes universités à Lyon. Elle a beaucoup, œuvré contre les discriminations, que ce soit les discriminations de genre. Elle-même était non seulement femme, mais très féministe, et qui plus est lesbienne. Mais néanmoins mère de 2 enfants, un garçon et une fille, dans l'ordre une fille et un garçon, d'un père blanc, qu'elle a épousé et dont elle a divorcé ensuite. Elle a lutté contre les discriminations raciales, évidemment, contre les discriminations de classe. Voilà, et j'ai juste envie de vous faire entendre un son. Il faut juste que je trouve l'endroit exact pour ne pas me faire entendre du blabla pour rien. C'est un son d'une... Comment ça marche? Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas grave. Vous n'aurez pas le son. Non, mais c'est pas grave. On va revenir au PowerPoint. C'était un son, en 1986, elle est accueillie quelque part et la personne qui l'accueille présente Audrey Lorde et là vous entendez des « Wouah, bravo !» et tous ces applaudissements pendant 1 minute 30. C'était pour vous présenter l'icône et l'idole qu'elle est devenue aux États-Unis alors que personne ne la connaissait jusqu'à il y a quelques années en France. Tant pis pour le son, c'est pas grave. Elle arrive pour le son. Ok. On revient derrière. Mais surtout, j'ai apporté, j'arrive pas à mettre en dessous, tu vois. J'arrive pas à le faire passer. Non, mais ouais. C'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Laisse tomber. C'était pour rigoler. Passons à la suivante. Merci beaucoup. Voilà. Juste, j'ai envie de lire quelques courts extraits d'Audrey Lorde. En 1977, elle a fait une conférence qui s'appelait « La poésie n'est pas un luxe ». Elle a raison. La poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Je vous lis quelques extraits qui me semblent fondamentaux. C'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience surgit de la véritable poésie, donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. Pour les femmes, cependant, elle a raison, pour les femmes, et elle s'en explique, j'ai envie d'ajouter, et pour les hommes. Pour les femmes, cependant, et pour les hommes, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de changement. Espoirs et rêves d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Je paraphrase avec mes mots. En gros, si vous vous connectez à vos Audrey Lorde dit feeling, sensation, émotion, sentiment. C'est les 3 couleurs dans le même mot en anglais. Si vous vous connectez à vos sensations corporelles, à vos émotions et à vos sentiments, de ce chaos intérieur,
avec l'écoute, l'outil d'écoute et la poésie, vous allez faire surgir du chaos des mots. Ces mots, une fois prononcés, donnent naissance à des idées que vous ne saviez pas que vous pouviez avoir. Ces idées vont ensuite donner naissance à des envies de transformation, de changement, soit de vous-même, soit du monde, c'est-à-dire à des actions. La poésie, c'est pas un truc pour faire du tout, c'est un outil pour entendre, comprendre ce qui va pas, ce qu'il faut changer. Et changer le monde, se mettre en action. Ou se changer soi dans certains cas. On va passer 2 diapos parce que l'autre c'est encore un son, donc ça sert à rien. Ah oui, pardon. Peut-être juste ces autres extraits. Voilà, c'est bien. Merci Gabriel. Nos émotions, c'est dans le même essai, Poetry is not a luxury. Nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée. Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée, nos émotions n'étaient pas censées survivre. On attendait des émotions mises à l'écart, telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps, qu'elles s'agenouillent devant la pensée, de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes. Mais les femmes ont survécu en poète. Voilà. Audrey Lorde dit « Les pères blancs nous ont appris, je pense donc je suis ». Vous reconnaissez peut-être Cogito ergo sum, Descartes. C'est très bien. Je pense c'est très bien. Elle ajoute « Mais la mer Noire, en tant que poète, nous murmure dans nos rêves. I feel, therefore I can be free. Je ressens, je sens, donc je peux être libre. La pensée, parfois, elle est piégée par la pensée dominante, par des croyances héritées, des héritages non conscients. Les sensations, contrairement à ce que pense Descartes, le corps a un savoir. Les sensations, les émotions, les sentiments nous donnent accès à nos besoins, à ce dont nous avons besoin, et nous permettent de faire des choix conscients. Voilà. On va donc passer cette fois-ci. Merci, bravo. Juste un poème que j'aime beaucoup, le poème Now, maintenant, qui illustre aussi ce que je viens de citer dans Poetry is not a luxury. Le pouvoir des femmes est le pouvoir noir, est le pouvoir humain, est de toujours sentir. Mon cœur bat, comme mes yeux s'ouvrent, comme mes mains bougent, comme ma bouche parle. Je suis. Es-tu prête? Et le poème est significatif de l'art de Taylor, c'est-à-dire qu'il est ambigu syntaxiquement, il veut dire plein de choses à la fois. Woman power is black power is human power. On pourrait très bien dire c'est le pouvoir des femmes est. Woman power is. Black power is. Human power is. C'est-à-dire à chaque fois une affirmation. Les femmes ont une puissance. Les personnes noires ont une puissance. L'humanité a une puissance. Cette puissance est à chaque fois. Mais on peut aussi le lire comme une liaison syntactique. Le pouvoir des femmes est le pouvoir noir et c'est aussi le pouvoir de toute l'humanité. Et c'est aussi quoi ce pouvoir? Le fait de sentir, feeling. Le pouvoir, la puissance. J'étais pas d'accord là pour le coup avec mes co-traducteurs, j'aurais voulu qu'on mette puissance et pas pouvoir. Je passe les détails de pourquoi. La puissance, elle vient de feeling et d'écouter comment mon cœur bat.
Et à partir de là, vous ouvrez les yeux, vous cible. À partir de là, de me mettre à crier, de me mettre à parler, et es-tu prête? Me mettre en mouvement, me mettre en action. Et son poème est une adresse aux autres. Vous aussi, mettez-vous en mouvement. Allez vers le monde que vous désirez. Voilà quelques mots sur la poétesse Audre Lorde. Oui. J'ai peur de ne pas avoir le temps. Bon, voilà, ouais, on va aller là, c'est bien. Donc je pourrais dire beaucoup de choses sur Audre Lorde, mais je passe parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Juste, j'aimerais terminer sur une réflexion sur ce que m'a appris la relation avec un festival comme le festival Journée Poète. Et je crois qu'il y a des leçons à en tirer en tant qu'étudiant, étudiante, en tant qu'enseignant, enseignante, en tant que communauté universitaire aussi. Pour cette réflexion finale, j'aimerais citer deux co-auteurs. Jacopo Rasmi, qui est un jeune collègue, je crois qu'il est à Saint-Étienne, il me semble, et François Deck, qui est un artiste. À eux deux, ils ont écrit en 2019, ils ont publié un petit bouquin qui s'appelle Studium. Studium, c'est l'origine latine du mot étude, et du mot studio aussi. Et sur la première page, la couverture, ils mettent plusieurs définitions du mot studium. Et la première définition du mot studium, c'est zèle, ardeur, soin. Et ils écrivent ceci. On étudie qu'entre amis et pour les amis. Agamben a écrit sur cela aussi. Agamben, c'est un philosophe. L'amitié est un lieu crucial du désir partagé, ou mieux, du désir en tant que partage. Il n'y a rien de neutre ou objectif dans un enseignement studieux, contrairement à ce qu'on peut parfois nous faire croire. Non, de toute façon, ce n'est pas possible d'être neutre, on est toujours situé. Il n'y a rien de neutre ou objectif dans un engagement studieux, il est plutôt intense et affectif. Alors que dans les projets de recherche, la transparence impersonnelle devient un critère capital. Donc on s'en fout, même nos instances sont susceptibles d'adhérer à cette idée que, oui, l'étude est un lieu d'amitié et de désir partagé, un lieu intense et affectif. Est-ce que tu peux passer la diapositive, s'il te plaît? Là, j'ai fait une petite cartographie, non pas de toutes les relations entre le festival Journée Poète et l'université Côte d'Azur, parce que ce serait impossible, tellement il s'est passé de choses. Là, j'ai juste noté quelques-uns et une des noms de poètes, et en fait, j'aurais pu faire le tour de la carte et j'aurais pas eu assez de place. Je me suis juste concentrée sur ce qu'avait permis cette édition-là, 2018, puisque c'était la demande de Gabriel Grossi. Je sens ma conférence là-dessus. Donc, Journée Poète en 2018 programme le film de Dagmar Schultz sur Audre Lorde de Bernie Williams. Et Sabine me demande à d'autres personnes, ok, ça vous plaît, oui, ça nous plaît, ok, on décide de traduire des poèmes. On crée le collectif C'est Elle, on traduit 2 livres, 3 livres, il va y avoir maintenant une réédition parce que le livre Contre-champ est épuisé, il va y avoir une réédition en semi-poche qui va sortir en mars 2026. On traduit la poésie d'Audre Lorde. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans l'ordre, il y a des éditions, donc ça nous met en lien avec l'Arche, la maison d'édition Les Prouesses, il y a l'édition des livres. Ça nous met en lien avec la librairie Vignat, une formidable librairie féministe et gay et lesbienne, mais pas que, rue de Lille à Nice. Et avec la Ville Arson, école d'art dans le périmètre de l'Université Côte d'Azur. Avec le Book Club féministe de Nice, que la librairie Vignat nous fait rencontrer, pour co-organiser avec elles et eux
une lecture chorale sur Audrey Lorde dans le cadre d'un colloque qu'on organise en 2023 à la librairie. Depuis, avec le Book Club féministe, dont je suis devenue membre depuis, du coup, je ne les connaissais pas, on a créé des ateliers, on va en créer d'autres ici, nos utopies universitaires, sur comment on rêve d'université, en prenant appui sur des textes de pédagogues féministes, notamment Bell Hooks, que j'ai découvert aussi grâce au Book Club. Ça, je l'ai fait aussi, cet atelier, cet atelier sur nos utopies universitaires, atelier d'écriture et de réflexion, je l'ai fait aussi dans la Drôme, au sein de la micro-université expérimentale, avec la collègue Alice Godefroy, qui est en danse. Il y a eu la création de plusieurs cours pour des étudiants en médecine, ou avec Audrey Lorde dans le programme, cours pour des étudiants en deuxième année, écoute et émancipation, pratique de la poésie, il a lu en ce moment. D'ailleurs, on recevra une poétesse, Sarah Micheline, le 15 janvier, avis aux amateuristes. Ça a fait naître pour moi un autre programme de recherche qui s'intitule Écoute et désobéissance, pratique au pluriel de la littérature, qui est très lié à la démarche d'Audrey Lorde et d'un autre homme que j'ai découvert la même année, qui est né comme Audrey Lorde en 1934 dans le même pays, à savoir Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. De la traduction, ça nous a mis en lien avec France Culture, qui m'a demandé de participer à plusieurs émissions, le Book Club de Marie Richeux, et l'émission Poésie, etc. de Marie Paris. Et tout récemment, une association qui s'appelle CRAP, qui m'a demandé d'enregistrer un podcast, c'était il y a quelques jours, il est en cours de montage. Plus tous les articles scientifiques, etc. Tout ça pour dire quoi? On peut revenir à la citation de Jacopo Rasmi et François Lay. Voilà. Le festival J'en ai poète, c'est exactement ça, ce lieu-là. Un lieu d'amitié, de désir ardent, de soin, de zèle, qui permet que les gens se rencontrent, qui associe curiosité, exigence et amitié. Et je crois que c'est ça qui est fort, et que nous, à l'université, on a tout intérêt à lier, à faire des liens avec des endroits comme celui-ci, avec la société civile en général, avec les associations culturelles, avec, pourquoi pas, les radios, etc. Parce que ça transforme nos objets de recherche, nos enseignements, ça rend la recherche tout simplement vivante. Voilà. Donc, merci beaucoup à Sabine, à toute l'équipe du Festival Poète, et merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup vivant, amical, et je peux lui aussi partager l'amitié très fort pour vous. Merci beaucoup. Nous allons sans plus attendre enchaîner, puisque nous avons une matinée très chargée. Nous allons passer de 8h30 à 9h, on a un petit quart d'heure, on va faire resserrer, sur ces 20 ans, les souvenirs du festival, sur ces marques de fabrique d'un festival pas comme les autres. J'invite ici à me rejoindre le Poète Bureau dans son entier, les poètes invités, et on va parler de nos souvenirs, de nos moments forts du festival, avant d'accueillir ensuite Ariel Bonello, poète, traducteur enseignant et doctorant en création littéraire, qui nous parlera de leur enseignement. Donc le festival Poète avait plein de moments forts, on avait plein d'invités et je voulais que chacun raconte un peu ses souvenirs de festival, ses moments forts, pour aussi vous donner envie d'y assister et d'y participer. Vous savez que la prochaine édition qui aura lieu en 2028 sera d'une ampleur assez exceptionnelle puisque ce sera les 20 ans. Et c'est l'occasion donc de revenir un peu sur toutes ces années, tous ces souvenirs.
Alors toi, Sabine, qui est là depuis le début, qui a connu ces 20 éditions, quels sont les souvenirs forts qui te restent quand tu dis journée Poète Poète pour toi? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Quels souvenirs forts tu voudrais évoquer? D'une manière générale, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sentiment d'émotion, on va dire, et qui traverse à chaque fois chaque édition. Cette idée de transformation aussi, voilà, c'est des partages, des rencontres, et cette sensation que sur ce bout de territoire sur lequel on travaille, à l'échelle du département des Alpes-Maritimes, il y a voilà, pendant le temps des journées. Après, c'est mon petit film à l'intérieur que je ressens, hein, c'est très personnel, mais c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, qu'on n'est plus dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Non, mais il y a vraiment de ça. C'est vraiment, mais en même temps, c'est ça qu'on balance, quoi. Quand on crée, quand on est dans cet imaginaire-là collectif, en tout cas, c'est mon moteur, c'est cette idée de pouvoir transformer les choses. Et quand on parle de terre, de poésie, de tout ça, tout ce langage qui existe autour des journées Poète Poète, c'est ça, c'est cultiver cet imaginaire-là. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Après, un exemple qui, moi, voilà, me marque toujours et m'amuse, et je pourrais vraiment partager des idées, mais là, on va vraiment manquer de temps. Donc, un exemple, c'est à l'époque où on faisait aussi des boîtes aux lettres d'amour avec notamment l'association Oscar, c'est comme ça aussi que j'ai connu Alexandra Bossier qui est ici également, où on fabriquait des boîtes aux lettres d'amour, enfin on fabriquait des plasticiens, plasticiennes, fabriquaient ces boîtes, donc on avait des objets parfois très curieux, mais qui étaient, dont la vocation était d'accueillir en tout cas des poèmes, et on en a eu jusqu'à 60 sur le département, vous pouvez s'imaginer le délire quand même, et ça on en a eu aussi dans les bureaux de poste. C'est l'idée, voilà, dans les bureaux de poste, on peut avoir des boîtes aux lettres dédiées pour recevoir des poèmes. Et donc, on faisait comme un coup d'envoi qui avait lieu, si j'ai bonne mémoire, pour la Saint-Valentin, on va dire le 14 février. Voilà, vous avez maintenant un mois qui correspond à peu près à un mois avant le début des journées Poète Poète. Vous avez un mois pour écrire et pour déposer votre poème. Et donc, une année, ça nous a pris, on a fait un happening associé à cette idée de coup d'envoi. On se disait, ce coup d'envoi, on va le faire au cœur d'un match de foot. Et donc on est allé voir l'OGC Nice. Et ils ne sont pas pris pour des fous. Ils ont trouvé le projet super. Et simplement, ils ont choisi un match où il n'y avait pas trop de risques, pas trop de monde dans les tribunes. Et il y avait quand même du monde, c'était Nice-Auxerre. C'est à l'époque où ça s'est passé dans l'ancien stade du Ray. Et là, c'était complètement fou. C'est-à-dire qu'on a eu le micro de l'animateur, donc on est dans tout le stade, pour dire des poèmes, pour les chanter. Il y avait des danseurs, donc tout s'est passé à la mi-temps, en fait. Et là, on a des danseurs qui ont traversé en diagonale le terrain de foot avec une œuvre de l'artiste Elena, qui de loin pouvait ressembler à un ballon, mais qui n'était pas un ballon, c'était une bulle d'amour. Voilà, c'était vraiment de son âge. Et c'était un temps, un moment vraiment magnifique, et on s'est dit, on s'était préparé peut-être à recevoir des choses pas agréables, parce que c'était quand même un autre univers, quoi, hein, voilà. Et c'était magique, les gens ont adoré. Et voilà. Donc ça reste un moment où ce genre de choses c'est possible, et c'est aussi ce que j'aime, quoi. C'est de faire surgir comme ça dans nos quotidiens quelque chose de merveilleux, et qui pour moi est la poésie. Voilà. Merci Sabine. Et toi, Tristan, de ces souvenirs que tu as des journées Poète Poète, est-ce qu'il y a un événement dont tu voudrais parler qui t'a marqué et donc... Simplement, honnêtement, je pense que le moment qui a plus affecté mon parcours, c'est le moment où je suis moi-même intervenu aux journées Poète Poète, dans la petite maison de poésie qu'on vous a évoquée la semaine dernière, cette espèce de ce préfabriqué qui était sur la coulée verte, et donc j'avais rempli de grands poèmes, de grands tissus, de grands papiers. Mais en fait, à côté de cette petite maison, il y avait Magali Revert, une danseuse de Nice que je ne connaissais pas,
Et donc en fait, moi j'avais mes grands papiers, il y avait cette danseuse, et donc il y a eu vraiment une rencontre. Qu'il fallait, je trouve que ça avait du sens d'être ensemble. Et donc moi je me baladais avec mes grands papiers, un peu maladroits, un peu albatros, comme dirait Baudelaire. Et à côté, Magali dansait avec tout le... Alors à la fois la grâce, mais aussi le décalage, la maîtrise que peut avoir une danseuse. Et donc en fait, on a passé un bon moment. Et suite à cette rencontre impromptue dans l'urgence créative, artistique de cet après-midi-là, on a ensuite fait beaucoup et on continue encore à travailler régulièrement ensemble, à faire beaucoup de choses ensemble. Donc j'ai l'impression que cette rencontre sur la petite maison, sur le parvis de la coulée verte, pardon, dans ce mélange de poésie et de danse, en tout cas que je pense très fertile, et de par à la fois mon projet artistique et celui de Magali, et comme je pense des fois il y a eu d'autres rencontres à d'autres moments des journées poètes entre différents artistes qui sont retrouvés réunis, et je pense des fois ça fait des moments forts, et peut-être qu'il y a d'autres personnes que Magali et moi qui vont ensuite continuer de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter leur témoignage, leur souvenir de ces journées, parce qu'il y en a qui se planquent au fond de la salle, mais le micro est ouvert à tout le monde. Levez en plus, Coco. Moi, c'était la première fois que j'ai participé à une journée poète, que tout est tombé à l'eau, mais presque tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Covid, et j'adore le mot que Sabine a utilisé, transformer. Je pense qu'on peut dire tout ce qu'elle nous transforme. Et donc cette crise s'est transformée en possibilité de faire quelque chose de différent. Et on pouvait nous appeler pour un instant de poésie, Allo Poésie. Et je pense qu'à ce moment-là, moi je disais trop vite, n'est-ce pas? Bon, normalement ça devrait aller cette fois-ci. Ça c'était formidable, la possibilité de transformer une difficulté en quelque chose de beau et se connecter aux gens à ce moment-là où c'était pas évident. C'est pour partager un seul souvenir, j'en ai plein bien sûr. D'autres souvenirs, Sandrine? Non, j'en ai déjà évoqué J'en ai déjà quelques-uns. Ouais, non, c'est bon, j'en ai déjà évoqué quelques-uns. Moi, je vais raconter, pour raconter quelque chose de différent, qu'un soir, à la Gaulle, j'ai vu arriver un tractopelle. Ah oui, bien sûr. On a vraiment un vrai engin de chantier. Imaginez le gros Caterpillar Gaulle, plein phare, dans la veine, le poète Charles Pelquin, qui a récité des poèmes au mégaphone face à une audience médusée. Et pour moi, ça reste un souvenir très fort de ce festival qui aussi casse les convenances et remet le poète au centre de la cité. C'était un grand moment. Voilà. Ah, mais j'ai un petit souvenir aussi. Alors Alexandra Domosi. Après, je développerai davantage, mais j'ai créé un arbre à cœur à Berlin pour le Printemps des Poètes à Berlin, avec lequel on était en collaboration. Donc c'était des cœurs en raku qui habillaient le tronc, et j'invitais les passants à écrire, c'était le cœur gravé dans l'écorce revisité, à écrire un petit poème, leurs initiales, un mot d'amour. Et un jour, j'ai un coup de téléphone de jeunes gens qui étaient partis de Danemark, qui descendaient jusqu'en Espagne, qui traversaient la France, qui avaient croisé mon arbre à cœur, et eux, étonnamment, étaient partis du Danemark avec un cœur en céramique. Donc ils ont pris un cœur à moi, et ils m'ont apporté, on s'est donné rendez-vous après, ils sont passés me voir à Nice, et ils m'ont apporté leur cœur en raku. Voilà, c'est comme quoi... Voilà, et c'est ce que j'aime dans ces choses-là, c'est la poésie qui circule, qui s'échange, cette liberté de prendre un bout, et moi c'est ce que j'aime, qu'on écrive dessus, qu'on se l'approprie, et puis de m'offrir le leur
Voilà. Et ça, c'était voilà, un de mes petits souvenirs. Mais j'en ai d'autres que je vous dirai après. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a une boîte de petites boîtes qui circule de personne en personne. Et je crois que Sabine et Tristan vont vous présenter cette drôle de petite boîte qui va nous servir pour ces 20 ans de journée poétique. Plusieurs mots, il y a eu la question de la circulation de la poésie, la circulation des poèmes. Et donc on en vient à ce qu'on avait évoqué un peu la semaine dernière, au célèbre, au fameux, comme vous l'attendiez tous, le concours de poésie pour les 20 ans des Journées poètes. C'est un concours, faux concours, mais simplement un appel, une récolte de textes. Donc cette boîte va être disposée dans la bibliothèque, mais aussi envoyée par mail, c'est entendu. On va essayer de collecter des poèmes à la fois de votre part, mais en même temps des poèmes dont il y a aussi beaucoup de... Donc on intervient beaucoup dans les écoles, on intervient beaucoup dans différents endroits dans la rue. Donc on aura à la fin tout un lot de poèmes et on va essayer ensuite d'en récompenser de nombreux, parce qu'on pourrait dire, de même que Sandrine l'a évoqué, des fois chaque phrase, chaque interprétation peut être juste, mais en ce sens-là, chaque poème peut avoir sa valeur. Même un poète absolument pas poétique pourra recevoir le prix du poème le moins poétique, peut-être le poème le plus rude, le poème avec la métaphore la plus cadavantesque. Et le thème dans le cadre du Printemps des poètes, comme vous le savez, est liberté, force vive, déployée. Donc surtout sentez-vous libre, il est évident que tous les supports sont admis, écrits, sonores, vidéo, plastique. Tout support est libre. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça qui n'est pas classique et qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir recevoir tout type, toute forme aussi de poésie. Tout est marqué ici. Si vous avez des questions, si vous avez déjà un créatif formidable, si vous avez besoin d'une remorque pour l'amener, vous avez le droit. On fait passer cette petite feuille pour le cas où vous voulez prendre les références. On n'en a pas beaucoup, mais c'est juste que vous ayez la possibilité de participer si vous en avez envie. Il y a aussi une petite boîte qui est en train de circuler, qui est une boîte vous pouvez glisser un poème, une boîte à poèmes. Ce n'est pas la même chose que la petite feuille qu'on vous a donnée au départ. Il va recevoir vos ressentis par rapport à cette venue. Il y a 15 jours et aujourd'hui du groupe Poète. Voilà. Donc vous avez plusieurs choses, une petite feuille. On serait heureux d'avoir en Suisse pour avoir votre ressenti. Cette boîte qui circule et la possibilité de participer à ce concours de poésie. Et donc nous intérêt d'être très créatif, de décaler par rapport à quelque chose d'académique qu'on attendrait. C'est juste comme ça, vous voyez. Donc ça vous identifiez cette boîte, vous la voyez, elle circule comme ça, tout le monde. Elle existe pour de vrai, on peut la citer et elle sera déposée à la bibliothèque Henri Bosseau avec l'accord du personnel de la bibliothèque. il y aura aussi le prix du poème le plus académique. On a aussi le droit même d'écrire un poème absolument académique. Voilà, on a le droit. C'est osé, c'est osé. Quand on fait un poème académique en 2026, c'est vrai que c'est totalement suffisant. Vous l'avez tous et tous touché, donc maintenant vous êtes comme appelés à la remplir. Une fois que vous l'avez touché, le prix est écrit. On va enchaîner tout de suite avec la communication d'Ariel qui va être présentée par Béatrice Bonhomme. Alors Ariel, voilà. Alors, Ariel, Osvaldo Ariel Toledo, on veut donner tous les voilà.
est étudiant ici, est doctorant en recherche-création dans cette université. Ses travaux portent sur la littérature contemporaine, la performance orale, les écritures de l'intime, avec une attention toute particulière portée au lien entre trauma, voix, mise en scène du corps poétique. Il est également professeur de littérature au collège et de langue français, espagnol, anglais et traducteur de formation. Sa recherche articule analyse critique, création poétique, pratique performative dans une perspective interdisciplinaire. Il croise donc littérature, oralité, art vivant. Et en 2023, il a publié avec Fotocello Les monstres sous le lit, un recueil de poésie et de photos autour d'un voyage à vélo. Il avait porté l'autre fois, je ne sais pas si tu as porté ton livre. Dommage, très beau livre, fait entre Nice et Clermont-Ferrand. Il participe donc depuis longtemps maintenant à l'organisation des événements, d'embarquements poétiques et des journées poète-poète. Et donc aujourd'hui, il va nous présenter une conférence, une petite communication Voilà. Des petites cartes de visite sur les monstres sous les lits. Je suis doctorant en recherche-création. Cette présentation aura deux moments différents et le premier moment, on va le faire ensemble. Ça va être deux expériences en fait. Okay? Et d'ailleurs, le format de cette première expérience, c'est justement Sabine qui nous transforme, qui est là après. Ça va être la lecture de Ouf, mais pour ce faire, ce que je vous propose, on a des tables, donc ça veut dire qu'on peut se reposer sur la table, on a les chaises, on peut trouver une position confortable. Ce que je vais vous demander de faire pour vous laisser porter par le poème est fermer vos yeux. Je sais qu'on n'a pas l'habitude, je vais rester là, okay? Je ne vais pas aller vous piquer vos portables ni rien. C'est juste cette petite activité. Il faut trouver une position confortable et fermer les yeux. Ok? Et une fois que l'on a fermé les yeux, on fait une inspiration profonde. Ouf, dit la femme qui mange la soupe aux lentilles et sonne les heures au clocher de l'église. Ouf, dit la femme qui est essoufflée de courir, ranger, allaiter, jouer, administrer, promener, sourire, aimer, cuisiner, courser. Ouf, 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 dit la femme au petit repi de soupe aux lentilles. Ouf, dit la femme au cirque de Mourez. Ouf, dit la femme qui prend le TGV. Ouf, dit la femme qui arrive au-dessus des escaliers. Ouf, 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 dit la femme au sac de course. C'est qui la femme qui dit ouf, ouf, ouf? C'est toi. Ouf, je souffle, dit la femme au bord de mer. Pendant 180 secondes, elle offre son visage au soleil, tant suspendu et dans le ciel.
pas d'avion, plus d'avion dans le ciel. Le volcan souffle. Ouf, dit la femme qui allait. Je reprends mon souffle quand mon enfant tête. Ouf, tout s'arrête dans la vie qui file. Ouf, tête, mon enfant, tête, je caresse ta tête. Ouf, dit la femme qui voudrait être tranquille, sereine, toujours et vaste. Ouf, dit la femme, le monde cesse de me regarder le temps d'une flamme. Ouf, je souffle, dit la femme, que le monde cesse de regarder le temps d'une flamme. Ouf, ouf, dit la femme, je suis une virgule, juste une virgule, je cours dans le temps immobile. Ouf, ouf, dit, ouf, dit, ouf, dit, ouf, dit, ouf, dit, ouf. Je souffle, ouf, dit la femme, je suis jeune, aussi mariée, et je suis l'animal. Ouf, dit la femme qui dérape, je suis triste aujourd'hui, je suis triste aujourd'hui, je suis triste aujourd'hui. Je suis sans doute fatiguée, dit la femme qui dit ouf, 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 ouf. Et les larmes lui lissent sa face et se cachent. Ouf, dit la femme, je ne suis pas ce que je suis. Nous sommes peu de choses, juste pétales à sécher sur table basse. Et puis, le vent nous souffle. Ouf, ouf, le vent nous souffle. Tout petit Dieu danse au bout de mes doigts. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ouf, ouf. Et tous les oufs du monde, tous les oufs des femmes qui disent ouf, se mêlent à ce ouf. Et c'est ouf, 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 ouf. Une tornade souffle, la terre souffle, la terre souffle. Ouf, la terre souffle, ouf, ouf. Le ouf de la femme qui dit ouf s'ajoute au ouf de la femme qui dit ouf. Et le ouf de la femme qui dit ouf s'ajoute au ouf de la femme qui dit ouf. Et s'ajoute au ouf de la femme qui dit ouf. Faut cesser tout ça. Faut cesser tout ça. Faut s'asseoir sur le trottoir. Faut faire grève à la vie. C'est grave. Merci. Je pense que je n'entends pas super bien avec le micro. Je vais le laisser tomber. On va faire une deuxième performance, mais cette fois-ci, on va interagir, d'accord? Je l'ai fait avec mes élèves de 6e, ça s'est très bien passé, donc normalement, ça devrait trop bien se passer. Je me mets là, j'ai besoin de, je ne sais pas, que par exemple, cette moitié-ci fasse désherber. Le poème s'appelle désherber. Est-ce qu'on peut essayer? Ok, sachez que j'ai mes élèves de 6e en tête qui étaient à fond, n'est-ce pas? Donc on va quand même assurer. Désherber. Je ne vous laisse pas tomber. Pour vous, ça va être rache. Ok? Voilà, c'est la concurrence. Ok. Parce que je me suis déjà fait beaucoup engueuler sur les semaines précédentes. Et la collègue à côté de moi encore. Donc elle m'a encore prise pour la responsable de tout le bordel, donc s'il te plaît. Ah, d'accord. J'ai vu son regard tiré vers moi. Il y a eu des journées poètes, j'ai eu les mêmes problèmes. Bon, donc, est-ce que je peux assumer à la limite? Non, je ne peux pas. On n'augmente pas le volume. On n'augmente pas le volume. On fait doux, c'est pas grave. Doux. Ok, très bien. Bon, en doux, rache.
Oh, quand même un peu plus fort, non? On ne crie pas, mais rache, rache, rache. Est-ce qu'on peut? Ah, ça c'est super. Et donc du coup j'ai désherbé, 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 rache, rache, désherbé, désherbé, désherbé. Ok? Désherbé, D'abord vous et ensuite vous. désherbé, 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 rache. Désherbé, désherbé, désherbé. Super. Ok. Donc, du coup le poème s'appelle Désherbiste. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, au haut du Jura, chez Laurent et Armel, maraîchage, label bio, chez Grand Désherbage des Oignons, depuis 7 heures le matin, les corbeaux autour de nous croissent. Ils attendent l'heure de la main lasse qui leur laisserait quelques graines en pâture. Les corbeaux aiment les graines, toutes les graines. Les chevreuils aiment les mauvaises herbes, c'est sucré. Les mauvaises herbes, les mauvaises herbes. Jolies, souvent jolies, toujours, mais leurs racines profondes rivalisent avec celles de l'oignon. Allez, j'arrache. En agriculture bio, il n'y a pas des herbants qui grignotent nos ventres. Et désherbé, désherbé, désherbé. Désherbé, désherbé, désherbé. Désherbé, désherbé, désherbé. allez, allez, ici pas de vernis qui tiennent, faut enfoncer tes ongles loin, bien loin dans la terre et trouver la racine de l'herbe mauvaise. Allez, j'arrache, toi, la mauvaise, tu piques, j'arrache, j'arrache. Lorsque je lui ai annoncé mon changement de vie, dit Armel, maquinée, elle m'a dit, il va falloir que vous envisagiez votre activité comme celle d'un sportif de haut niveau. On vit avec les saisons. Au quotidien, c'est compliqué. Énormément d'heures. Nos idéaux nous tirent. Lier la parole à l'acte et se réaliser. Je me suis dit à un moment, il faut que je sois dans le faire. Allez! Désherbé, désherbé, désherbé. Rache, 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 rache. Désherbé, désherbé, désherbé. Rache, rache, rache. Désherbé, désherbé, désherbé. Rache, rache, rache. Quand vous avez fini votre travail d'assis, venez arracher l'herbe folle. Si vous êtes 10 en 1 heure, on a fini l'ouvrage. Et l'oignon que tu mangeras dans ton assiette aura la saveur du désherbage. Des herbes profondes crèvent tes amertumes et toutes tes rancunes. C'est plus loin que tu ne crois, toujours plus loin que la mauvaise herbe. Crois, dit le corbeau là-bas, crois, crois. Allez, viens désherber après ton travail, tu dormiras bien mieux qu'avec une pilule. Tu dormiras profond, les pensées nettoyées. Et désherber, désherber, désherber. Rache, rache, rache. Désherber, désherber, désherber. Rache, rache, rache. Désherber, désherber, désherber. Rache, rache, rache. Maraîchers, maraîchères, ensemble lions nos mains, ensemble lisons poème. Sans manger, je ne suis rien, mais sans poème, peut-être désenchantons-nous un peu. Il est là aujourd'hui le temps de l'agriculture, de la culture au champ, des champs de la culture, champ de la terre pour ensemencer mon être, champ de mon être pour ensemencer la terre. Nous, les gens de la ville, on désire tous un coin de terre, on aspire tous au coin du ciel pour déplier nos corps pressés et délier nos mains fragiles des citadins, citadines. Ah, orage, au désherbage. Merci. Donc, j'ai dit à mes élèves que j'allais faire l'effort pour ne pas lire. Mais en fait, je vais les trahir. Qu'est-ce qu'on vient de faire? 2 petites expériences qui vont nous servir pour comprendre ce que je vais exposer ensuite. D'accord? Donc,
la problématique, cette affirmation est la poésie est un acte de partage. D'accord? Donc, les Journées Poètes fêtent leurs 20 ans. Il s'agit d'un festival de poésie performance et poésie performative. Pourquoi? Parce que l'essence de la poésie est l'acte. C'est un geste de partage. Et parce qu'on crée à travers le geste poétique, comme on vient de faire. Dans cette conférence, nous allons analyser le travail de Laurence Viel, qu'on vient de découvrir, notamment les poèmes Ouf et Déshervé. Pour démontrer cela, pourquoi Laurence Viel? Parce qu'elle représente parfaitement l'acte de partage poétique et qu'elle nous a partagé sa poésie aux Journées Poètes dans leur édition de 2022. Cette présentation sera structurée de cette façon. D'abord, la découverte de la biographie de Laurence Viel, ça je vais lire vite. Ensuite, l'analyse comparée des démarches poétiques qu'elle utilise dans ces deux poèmes. Et enfin, nous tirerons une conclusion de notre analyse. Donc, Laurence Viel. Qui est Laurence Viel? Elle est une poétesse et disseuse et artiste scénique belge, née à Bruxelles, ou Bruxelles comme vous voulez, en 1968. Comédienne et poète, elle écrit pour la scène, pour la radio et pour la performance. Pour elle, la poésie est indissociable de l'oralité. C'est une poésie en action. Une poésie qui s'écrit pour être dite, entendue, partagée. Laurence Viel se définit comme une glaneuse des mots. Elle recueille la parole des autres, leur rythme, leur manière de parler, leur souffle, et nourrit son écriture de ce travail d'écoute et d'immersion dans des territoires souvent citadins. Cette démarche a donné lieu à plusieurs spectacles construits à partir des paroles collectées, notamment René, Qu'est-ce qui te fait vivre? Issu d'un travail avec des patients d'un hôpital psychiatrique, ou encore Burning, spectacle de cirque, et Loom, spectacle chorégraphique pour le jeune public. Son travail a été largement reconnu. Elle a reçu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour le livre CD Ouf en 2015. Le prix de la consécration littéraire de la SCAM Belgique en 2016 et le prix de la critique pour l'écriture du spectacle Burning en 2018. Poète nationale de Belgique, Laurence Viel écrit toujours pour l'oreille et pense la poésie comme un acte vivant, corporel et profondément partagé. En 2022, Laurence Viel a participé à la 16e édition des Journées Poètes avec du slam à la carte romagnan, avec des récitations poétiques mêlant vers et musique à la promenade du Paillon, ici à la fac des lettres également, et avec quelques compositions poétiques pour la voix et libre. Ça aussi c'est un super souvenir que j'aurais pu mentionner, peut-être je vais le mentionner tout à l'heure. Donc on commence avec l'étude comparative. Les poèmes de Laurence Viel sont écrits dans le but d'être dits. On vient de l'expliquer, de le mentionner, on vient de le vivre en plus. C'est pour cela qu'elle se sert de ressources adaptées à l'oralité. Nous allons donc analyser ces ressources dans un premier temps et ensuite étudier sa façon d'engager le public pour revenir à la problématique. Dans les deux poèmes, Laurence Viel utilise des anaphores et des répétitions pour permettre au public de suivre plus facilement le message qu'elle veut transmettre. Ces anaphores et ces répétitions fonctionnent comme des mantras. Déshervé, 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 rache, 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 rache. Ouf, dit la femme qui dit ouf. Ces mantras s'insèrent dans la pensée et permettent une réflexion qui est façonnée au fur et à mesure que les répétitions s'assemblent à l'inverse de ce qui pourrait avoir lieu dans le cas des poèmes plus complexes, plus académiques, qui sont les bienvenus aussi quand même. Qui obligerait au public à faire plus d'associations ou à démêler des figures de style plus poussées ou érudites. Dans les poèmes de Laurence Viel, que nous avons étudié et écouté et performé, le message est alors plus percutant. Dans le cas de Ouf, l'audience, notamment féminine, peut s'identifier avec cette femme qui dit Ouf. Bon, moi je me permets de dire les femmes, mais nous tous, n'est-ce pas? Moi je suis aussi une femme qui dit Ouf, notamment dans cette année qui s'est terminée.
Quant à désherber, le message est également facile à retenir. Il faut se débarrasser des mauvaises herbes de notre vie. Laurence Viel utilise aussi des ressources spécifiques qui restent simples, notamment l'accumulation dans le cas de ouf. La femme qui dit ouf est obligée de faire face à une longue liste de tâches du quotidien que nous connaissons très bien, les courses, monter les escaliers, prendre le TGV, aimer, sourire, et bien évidemment qu'elle ajoute des verbes que nous associons d'habitude à la joie, comme par exemple aimer et sourire, dans une accumulation d'obligations et de lourdeurs, a un effet poignant chez le public qui se découvre démasqué par Laurence Viel dans le geste de faire semblant pour survivre au quotidien. Il n'y a pas forcément d'accumulation qui mérite d'être comparée à celle-ci dans Désherber. Cependant, la ressource qui permet une identification facile ou une compréhension simple dans ce cas est l'alternance entre le discours direct de la part d'Armelle et de Laurent, ou la présentation de ces deux personnages et l'interpellation directe au public dans le reste du poème. Il s'agit d'une technique plus risquée, car au début, le public pourrait avoir du mal à comprendre qu'il est question de deux moments différents dans le poème. Cependant, la première citation est précédée d'un verbe qui est séparé des autres pour permettre la compréhension de ce premier moment. Aujourd'hui, au du Jura. Nous apprenons tout de suite où se situe l'action. L'utilisation d'une interjection d'un côté, c'est-à-dire ouf, et d'une onomatopée de l'autre, en l'occurrence rache, est parfaitement adaptée à l'oralité. La référence du signifiant au signifié n'implique aucun effort académique, c'est évident. Cependant, l'effet cathartique est irréfutable, comme nous le verrons plus tard. Dans le poème Ouf, nous avons aussi une alternance entre le ouf qui dit la femme qui dit ouf et les contextes divers où l'interjection est dite et des réflexions un peu plus profondes qui, en étant d'un nombre restreint, restent accessibles. Je suis une virgule, juste une virgule. Nous sommes peu de choses. Et encore, faut cesser tout ça. Faut s'asseoir sur le trottoir. Mais alors que le poème Ouf exprime une réalité plus souffrante, Désherber encourage une revendication envers notre vie. Il faut prendre les choses en main. La réflexion de la femme est collective, comme dans Ouf. Cela nous permet de faire une transition vers la deuxième partie de notre analyse. Comment Laurence Viel engage le public. Et par rapport à ça, je fais recours à Aristote. Dans sa poétique, Aristote nous parle de la catharsis. La catharsis est la purgation des émotions qu'opère chez le public quand il assiste à une tragédie qu'il ressent et qu'il ressent de la pitié ou de la crainte inspirée par les personnages de la pièce. Cet effet est bien évidemment présent dans le cas des poèmes dont nous avons fait l'expérience. Ouf et l'interjection du soulagement. Je ne sais pas si vous avez dit ouf dans vos têtes quand vous avez fermé vos yeux. Peut-être oui. Comment? Oui? Voilà. Comme ça, on est tous et toutes soulagés, toutes et tous soulagés après cette petite intervention. Dans le cri d'arracher, il y a l'effet de la poésie performative. Le public est invité à participer. Je dirais que ici, elles ont réussi à désherber beaucoup plus que ses côtés. Il y a du boulot chez vous. Mais ok. Voilà, vous savez maintenant la clé. Le public est invité à participer comme nous avons fait et par le geste de la parole se débarrasse de façon symbolique le temps de la réflexion poétique et de toutes ces mauvaises herbes. Dans l'exercice du poème Ouf qui était écouté, le public ajoute son ouf en silence, ce que je viens de dire, il se soulage, mais l'effet est renforcé par l'interpellation directe du public. Qui est la femme qui dit ouf, ouf, ouf? C'est toi, nous dit Laurence Viel dans Ouf. En revanche, dans Désherber, il est question plutôt dans nous. Le poème Ouf est plus intime, forcément plus dérangeant, car il nous démasque dans notre quotidien. Nous ne nous dévoilons pas aussi facilement que... pardon,
que j'ai mis là. Ok, donc nous ne voyons pas aussi facilement que nous tous et toutes sommes la femme qui dit ouf, bien sûr, notamment les femmes face au patriarcat. Tiens, je l'avais mentionné aussi. Je suis jeune, je suis mariée, je suis l'animal, fait référence inéluctable au patriarcat, mais aussi toutes les personnes qui font face à des obligations dans le quotidien. On est toutes et tous des femmes qui disent ouf. Le poème Désherbé est plus collectif. En 2023, Laurence Viel l'a performé comme nous l'avons fait dans un autre festival du sud de la France, engageant le public comme je l'ai fait moi en écho de cette présentation. Alors que dans ce dernier poème, on termine avec l'injonction « il faut », c'est-à-dire ouf, pour s'adresser à cette femme qui dit ouf, qui est toi. Dans Désherbé, on utilise le nous, le message est moins mélancolique, plus émancipateur. Laurence Viel nous encourage avant son refrain onomatopéique « allez !» Elle nous dit. Et vers la fin, elle utilise l'apostrophe maraîchère pour une conclusion solide. Ensemble, lions nos mains, ensemble, lisons poème. Il est là, aujourd'hui, le temps de l'agriculture. On aspire tous au point du ciel pour déplier nos corps pressés et délier nos mains fragiles des citadins et citadines. Pour Laurence Viel, l'acte poétique et l'oralité vont ensemble, on l'a bien compris. Nous avons étudié quelques ressources déployées dans Ouf et Désherbé qui vont dans cette direction, dans l'intention de démontrer notre affirmation problématique. La poésie est un acte de partage. Et donc, on va confirmer ça. À l'origine de cette conférence, il y a la célébration des 20 ans des Journées Poète-Poète. Le festival a pour but de faire les gens découvrir un type de poésie qui est loin de celle que nous devons apprendre par cœur au collège sans la comprendre. Dans ce contexte-là, la poésie n'est pas une obligation imposée, mais plutôt un geste nécessaire, comme on avait dit tout à l'heure, d'ailleurs. C'est-à-dire non pas moi, Sandrine et autres. Un antidote, comme Laurence Viel dit dans Désherbé, tu dormiras bien mieux qu'avec une pilule, tu dormiras profond, les pensées nettoyées. Sans manger, je ne suis rien, mais sans poème, peut-être déchantons-nous un peu. La poésie est donc un acte de partage, nous avons dit ouf ensemble. Mais mon ouf s'est ajouté à vos oufs. Vos oufs se sont ajoutés à mon ouf et au ouf du monde, de la terre entière. Et enfin, nous avons Désherbé. Donc il y avait aussi deux temps dans la partie formative. Le temps d'une performance, mais le temps d'une réflexion et de toutes ces réverbérations que j'espère et je vous souhaite. Quand vous rentrerez chez vous, les mauvaises herbes qui piquent et qui nous empêchent de profiter de ces oignons que nous aimons tellement, il faut les désherber. Pour aller encore plus loin, voilà ce que je disais, car le travail de désherbage et de phage doit bien sûr continuer. Je vous encourage à chercher la version complète de Ouf. C'était une version abrégée, d'accord ? Donc moi je n'avais pas le temps de la faire entière. Et aussi les poèmes que Laurence Viel a partagés dans l'édition 2022 au journal Poète-Poète. Vous allez les trouver en ligne. Tiens, on est resté. Est-ce qu'on peut aller presque vers la fin? Je suis désolé, Gabriel. Ah voilà, donc là il y a quelques liens. De toute façon, mettez La Voix est libre, ça va aller plus vite. La Voix est libre et Laurence Viel. Vous allez voir par exemple ce qu'elle a fait pour La Voix est libre. Et sinon, mettez Auditorium lui ne sera. Et c'est pareil. Quelque chose d'autre qu'elle a fait dans ses performances et moi j'ai pas fait, c'est ajouter de la musique, okay? Et des instruments. Et super. Et sinon tu peux taper le. Et j'ai terminé, voilà, 30 minutes. Bravo. Alors on fait une petite pause. Vous revenez dans 5 minutes environ, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc vous revenez dans 5 minutes.
Merci. Vous pouvez laisser vos affaires.